Bonjour à toutes et à toutes, et aujourd'hui nous allons parler d'une série sortie en 2009, produite par Steven Spielberg et réalisée par Craig Silverstein et Kelly Marcel. Il s'agit bien évidemment de Terra Nova. A l'origine, j'avais vu la bande-annonce avec la mise à l'honneur du Carnotaurus comme une série novatrice, montrant de nouveaux paysages et de nouveaux dinosaures. J'étais donc impatient de la visionner, surtout quand des paléontologues reconnus mondialement comme Jack Horner avaient participé à la reconstitution de tous les dinosaures de Terra Nova, mais après avoir vu la série tout entière, il s'agit malheureusement d'une de mes plus grandes déceptions. Et je pense que vous souhaitez savoir pourquoi. On va donc parler dinosaures, mésozoïques, paléo-environnement, alors c'est parti! Je commence par vous parler du scénario. Alors tout d'abord, nous sommes plongés en 2149, la Terre est surpeuplée et surpolluée, et depuis la Lune, la Terre ressemble à Vénus, du fait de ces nuages de particules engendrés par l'exploitation toujours croissante des énergies fossiles. Et là déjà, je pense que les scénaristes en font beaucoup, mais alors beaucoup trop, sur l'état de notre atmosphère et de l'état global de notre planète. Dans ce monde périlleux, on suit l'histoire de la famille Shannon, qui se compose de Jim Shannon, le policier au grand cœur loyal et combatif, sa femme, qui est une mère aimante, mais aussi une médecin de renommée mondiale, le fils aîné en pleine crise d'adolescence, sa sœur intelligente, curieuse et cultivée, et enfin leur petite sœur qu'il faut absolument protéger. Bref, la famille cliché et modèle des Américains. Pas très original. Cette famille va ensuite voyager 85 millions d'années en arrière sur le continent sud-américain à travers un portail spatio-temporel et transdimensionnel. Et ouais, en 2149, l'humanité aura acquis la technologie et le savoir scientifique pour concevoir des machines à remonter le temps, ce qui est impossible de par les lois de la physique qui l'interdisent, mais aussi un portail qui vous permet de voyager aussi à l'échelle spatiale, et donc de changer de position géographique, ce qui est putain d'incroyable. Et enfin, pour résoudre le problème de modification du temps par nos chers colons, comme dans le coup du tonnerre, eh bien ce portail permet d'envoyer des êtres humains à travers des dimensions parallèles de notre propre planète Terre. Pour moi, je pense que la logique n'est tout simplement pas présente. Déjà dans la série, on nous raconte que ces voyages sont du hasard absolu, ce qui explique à moitié pourquoi on a choisi l'étage du Centonien, moins 85 millions d'années en arrière. Mais bon, le hasard aurait pu emmener les humains dans le vide spatial, il y a environ 85 millions d'années en arrière, ou alors en plein AD1, il y a environ 4 milliards d'années. Ce qui aurait été un peu dommage quand même. Donc sur ce coup-là, l'humanité a eu beaucoup de chance. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi avec de telles connaissances et de telles avancées technologiques, l'humanité ne s'est-elle pas plutôt concentrée sur la conquête spatiale? Puisqu'aujourd'hui on est quand même pas mal là-dessus. C'était une grande question auquel on n'aura jamais de réponse. Bon, la famille Shannon se retrouve il y a environ 85 millions d'années en arrière dans une forêt tropicale en pleine Amérique du Sud, sur une terre parallèle, et ce, avec de nombreux autres colons. Ils sont ensuite pris en charge par des soldats qui les emmènent directement à Terra Nova, une colonie futuriste semi-dépendante de 2149, qui représente l'espoir de l'humanité et qui est dirigé par le commandant Taylor, mon personnage préféré de cette série. Par la suite, Terra Nova va être ensuite confrontée à différentes menaces, bien évidemment la faune locale, mais aussi par des êtres humains rebelles qu'on appelle les classes 6. Et je ne vous en dirai pas plus. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur la faune présentée dans Terra Nova, ce qui nous intéresse tout particulièrement. Et vous allez voir qu'il y a du lourd. La série Terra Nova se déroule il y a environ 85 millions d'années, au Crétacé supérieur, et ce en Amérique du Sud. Un continent et un étage très rarement présentés dans des films et documentaires. Donc cela aurait dû être une excellente série en nous présentant des dinosaures très peu connus comme Alvarezorus ou encore Saltasaurus. Mais il n'en est rien. Voyons de quel dinosaure nous propose Terra Nova. Un allosaure a déclenché une mine sonique. On continue. Un allosaure? Allez, C'est un carnivore celui-là? Ouais. J'espère qu'on n'est plus très loin. Un allosaure. Oui, vous avez bien entendu. Un allosaure il y a 85 millions d'années au Centonien, et ce en Amérique du Sud. On se fout littéralement de votre gueule. Et ce n'est pas fini, croyez-moi. Alors il faut savoir que l'Allosaurus est le genre le plus connu des scientifiques. C'est un grand théropode d'environ 9 mètres de long qui vécut au Jurassique supérieur il y a environ 155 millions d'années et dont l'espèce type est Allosaurus fragilis. Il a été découvert dans les formations de Morrison aux États-Unis d'Amérique, mais aussi dans les provinces de Lourinhã au Portugal. Donc non seulement on n'a jamais découvert d'Allosaurus en Amérique du Sud, mais en plus ils n'ont jamais vécu au Centonien. Donc ça commence bien.
Le prochain dinosaure présenté dans cette série est le Carnotaurus, un grand théropode sud-américain d'environ 9 mètres de long, appartenant à la famille des Abelisauridae et ayant bien vécu au Santonien. C'est de loin le dinosaure le plus réaliste de cette série, et malheureusement, il est le seul. Il a été mon véritable coup de cœur dans Terra Nova, mais le problème, c'est qu'on le voit très peu à l'écran, et ça c'est dommage. Waouh, un brachiosaure! Ça n'a tellement pas de sens. Bon, reprenons. Déjà, les sauropodes du Santonien découverts en Amérique du Sud, ça ne manque pas. Et en plus, ils sont généralement très peu connus, voire pas du tout. Donc ça aurait été une occasion pour la série de nous montrer des dinosaures sauropodes très peu connus, comme Antarctosaurus ou encore Saltasaurus. Mais il n'en est rien. Au lieu de ça, on a un brachiosaure ultra connu et popularisé par Jurassic Park. Le Brachiosaurus est, je vous le rappelle, un grand sauropode découvert aux États-Unis d'Amérique, mais aussi en Afrique, même si le spécimen africain est aujourd'hui nommé Giraffa titan. Ce grand sauropode était contemporain de l'Allosaurus, donc il vécut au cours de l'Oxfordien et du Kéméridgien il y a environ 155 millions d'années, au Jurassique supérieur. Donc ce n'est pas possible, mais que fait Jack Horner? On n'est pas dans Jurassic Park! Oui, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris exemple sur Jurassic Park en intégrant des espèces venant de toutes les périodes géologiques, mais aussi de tous les continents. Sauf que là, ça ne marche pas. Là, on a une période précise, sur un continent précis. Donc, ce n'est pas possible. Bon, passons à la suite. Dans le même cas qu'Allosaurus et Brachiosaurus, on a Ankylosaurus. Et allez, ça recommence. Ankylosaurus est, je vous le rappelle, un grand thyréophore mesurant environ 7 mètres de long, dont l'espèce type est Ankylosaurus magniventri et appartenant à la famille des Ankylosauridae. Pour info, il a été découvert dans la très célèbre formation de Hell Creek au Montana, dont les roches datent du Maastrichtien terminal. Ankylosaurus vécut entre moins 68 et moins 66 millions d'années avant notre ère. Donc là encore une fois, ce n'est pas possible. Il est plutôt bien reconstitué, certes, mais il n'a rien à foutre là. Bon, il faut savoir que dans Terra Nova, il y a aussi des dinosaures inventés. Excusez-moi, il y a surtout des dinosaures inventés, et ce sont surtout des théropodes. Oui, c'est bien connu, il n'y a pas suffisamment de dinosaures théropodes découverts à ce jour pour Terra Nova, donc inventons-les. Je ne vous ai montré que des dinosaures théropodes du Santonien et ceux ayant vécu en Amérique du Sud. Donc on se fout vraiment de votre gueule. Bon, voici les dinosaures inventés. Les faucheurs, qui sont des dinosaures théropodes d'environ 7 mètres et qui semblent être la plus grande menace de Terra Nova. Ensuite, on a de petits droméosauridés comme Ovosaurus qui dévorent du nickel. Et enfin, on a un spinosauridé géant qui ressemble beaucoup à Spinosaurus, mais qui est beaucoup plus grand. Parce que oui, l'animal mesure entre 20 et 22 mètres de long dans la série. Et ce spinosauridé géant a été nommé Empyrosaurus. Je me demande toujours de quoi il se nourrissait celui-là. Oui, parce que il n'y a ni lac, ni littoral à proximité de Terra Nova, seulement une simple rivière. Donc, je me demande toujours de quoi ils se nourrissaient. Bon, je ne vais pas m'attarder sur eux parce que ça pourrait encore durer longtemps. Parlons maintenant des ptérosaures, eux aussi totalement inventés. À l'épisode 2 de Terra Nova, on voit des nuées de ptérosaures remphorincoïdés chassant des êtres humains. Pour info, les remphorincoïdés forment un clade représentant tous les ptérosaures primitifs de petite taille, pourvus d'une longue queue et avec des mâchoires peu développées. Ces ptérosaures, il faut le savoir, étaient particulièrement abondants et diversifiés au cours du Jurassique inférieur et du Trias supérieur. Mais ils commencèrent à décliner au début du Jurassique supérieur et s'éteignirent définitivement à l'aube du Crétacé supérieur. Donc voir un remphorincoïdé au Santonien, c'est une grosse erreur. Et puis franchement, cette scène ne vous rappelle pas quelque chose ? Et voilà, comme dans Jurassic World, dans Terra Nova, des ptérosaures remphorincoïdes se mettent à attaquer en masse des êtres humains. Et conclusion à tout ça... Et oui, ces ptérosaures se mettent volontairement en danger. Ridicule. Bon, je crois que je n'ai plus rien à dire sur Terra Nova. Attendez, il faut quand même regarder la scène finale.
Wow, regardez bien ce moment-là. Oui, vous avez bien vu, il s'agit de la Pangée. Alors là, on est devant la plus grosse erreur de cette série. En effet, se tromper sur la paléogéographie à ce point-là, il faut le faire. La Pangée est un très célèbre supercontinent qui s'est formé voici 310 millions d'années au cours du Pennsylvanien, une série du Carbonifère supérieur. Et ce, grâce à la collision de deux masses continentales que sont la Laurasie et le Proto-Gondwana. Cette collision provoqua par ailleurs le début de l'orogenèse hercynienne, que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo. Puis au cours du Trias supérieur, le supercontinent Pangée s'est progressivement disloqué, formant deux nouvelles masses continentales, qui sont au nord la Laurasie et au sud le Gondwana. Ces deux masses continentales étant séparées par un vaste paléocéan, la Thétis. Bon, environ 115 millions d'années séparent la Pangée de Terra Nova. Donc, pourquoi la Pangée, me diriez-vous? Eh bien, il faut savoir que certaines personnes pensent que les dinosaures ont tous vécu à la même période sur une même masse continentale que fut la Pangée. Et je tiens à vous dire, si vous l'ignorez, que c'est totalement faux. De plus, l'une des plus grandes radiations adaptatives qu'aient connues les dinosaures est survenue il y a environ 190 millions d'années au Jurassique inférieur, suite à la dislocation du supercontinent Pangée. Donc ça, c'est impardonnable. Terra Nova est pour moi une série qui avait vraiment beaucoup de potentiel, mais qui a tout raté. Toutes ces erreurs font de cette série une série peu recommandable pour un passionné de paléontologie comme moi, ou probablement vous tous. Par contre, concernant les personnages, je les trouve particulièrement attachants et intéressants. Ils sont plutôt bien développés, et moi je les aime bien, en particulier le commandant Taylor. Donc allez la voir, mais surtout n'oubliez pas que ce que vous y verrez n'est absolument pas la réalité. Mais alors là, on est très loin du compte. Bon, j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.